Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous le savez, sur la chaîne on parle beaucoup de support physique, on parle de l'avenir du support physique, on parle des éditions DVD, Blu-ray 4K, on parle des Blu-ray défectueux, on parle de beaucoup de choses mais sans vraiment avoir l'avis des principaux intéressés, les éditeurs. Ce sera chose faite avec ce format de vidéo dans lequel on va s'intéresser aux éditeurs de Blu-ray et de DVD, éventuellement de 4K. Et cette fois-ci, c'est l'atelier d'images qui nous fait le plaisir d'ouvrir le bal. A tout de suite. Allô Hugues. Bonjour Sylvain. Bonjour, comment ça va? Bah, très bien, écoute, impeccable, avec ce merveilleux temps grisâtre de Paris en cette époque, on n'attend plus que la neige. Comme dirait dans Mel Brooks dans Frankenstein Junior, ça pourrait être pire, il pourrait pleuvoir. Bon, on attend juste la pluie, quoi. Bon Hugues, merci déjà de me faire le plaisir de répondre à cette interview. Bah, je t'en prie. Tu es, alors comment on dit, tu es le directeur, le gérant de l'atelier d'images? Alors attention, le titre officiel c'est président. Le chef Président. Tout le monde s'en fout, mais juridiquement c'est ça. Ouais. Non, je suis le fondateur avec Pierre Paga de l'atelier d'images. D'accord, très bien. Comment est-ce que tu pourrais te présenter, en tout cas présenter l'atelier d'images à nos abonnés qui nous regardent et qui nous écoutent? Oh, c'est assez simple, hein. On est à la fois distributeur de films, éditeur vidéo et producteur de documentaires. On a par ailleurs dans la distribution une activité de distribution de films documentaires en salle. Voilà à peu près les métiers qu'on couvre, sachant qu'au départ, dans notre ADN, on va dire, on était principalement consacré sur de l'édition vidéo et sur de la prestation aux éditeurs vidéo, que ce soit de la prestation d'autoring, c'est-à-dire tout ce qui est avant le pressage, et aussi à la conception de suppléments, interviews, making-of, etc. quoi. On était un peu considéré comme un couteau suisse, c'est-à-dire que dès qu'un projet n'était pas forcément évident en termes techniques, éditorial, dès que ça nécessitait une relation avec des talents, on faisait appel à nous. D'accord, très bien. Et vous avez élargi votre spectre d'activité parce que l'édition du support physique ne suffisait pas? On a évolué parce que, dès le départ d'ailleurs, on faisait du conseil en acquisition de films, et puis il y a des films qu'on a voulu garder pour nous. Et dans le spectre de la distribution, il y a de l'édition vidéo. Alors c'est vrai que c'était un peu notre démarrage parce que c'est le milieu que je connais le plus. Parce que ça fait 25 ans que je le pratique. J'ai commencé dans l'édition vidéo, mais effectivement, au lieu de prendre des films certains uniquement que pour de l'édition vidéo, on l'a pris tout droit. Et dès lors, les canaux de distribution se sont multipliés avec l'apparition des plateformes, de nouvelles chaînes, voilà, de nouvelles façons de travailler. Oui, très bien. Vous avez un catalogue assez éclectique, un petit peu à l'image de celui d'ESC, si je peux me permettre de faire la comparaison. Est-ce que justement, parce que vous couvrez un petit peu tous les genres de films, on va dire, est-ce que vous souffrez d'une certaine concurrence ou pas? La concurrence, elle est plutôt saine, hein. C'est une concurrence entre différentes sociétés, mais comme il peut y avoir dans la distribution et dans l'audiovisuel en général, hein, donc ça, souffrir de la concurrence, oui et non, parce qu'en même temps, il y a une forme d'émulation, c'est-à-dire que on sait qu'on doit être exigeant parce qu'on a d'autres éditeurs, et je l'ai toujours dit, donc c'est pas comme pour passer de la crème à reluire, mais je trouve qu'en France, on a beaucoup d'éditeurs indépendants, très variés, je sais pas, d'un spectre qui peut aller, sans jeu de mots, de Spectrum Film jusqu'au Chat qui fume, en passant par Wildside, Carlotta, Rimini, etc. Beaucoup d'indépendants, chacun, ou Sidonis, chacun creusant parfois un sillon singulier. Nous, on est effectivement peut-être plus éclectique, mais parce que, j'allais dire, il y a les films qu'on aime et qu'on voudrait éditer, il y a les films qu'on aime et qu'on peut éditer, et c'est toujours la grande... et qu'on peut se payer aussi, parce que, et qui sont accessibles, parce que souvent on nous demande, mais... Alors ça dépend des catalogues, ça dépend des disponibilités, ça dépend du matériel, ça dépend aussi de nos envies. Il y a des choses que on pourrait très bien éditer
et qu'on ne fait pas parce qu'on considère que d'autres sont meilleurs. Enfin, Sidonie sur le western, Le Chat qui fume sur une partie, j'allais dire, de bis ou de films fantastiques, slash horreur. Est-ce que tu le fais pas justement, excuse-moi de te couper, mais est-ce que tu le fais pas d'un commun accord en te disant je marche un peu sur leur plate-bande si je prends ce film-là, ou est-ce que justement quand tu dis d'autres le feront mieux que nous, c'est parce que tu considères que c'est un peu plus leur catalogue et que tu n'as pas forcément envie de leur prendre? Oui. Mais parce qu'on se connaît aussi, et c'est vrai que souvent, il peut arriver qu'on se parle, je sais pas, si je cite le cas de Rimini, on a fait une petite entorse à un moment, c'est qu'on avait pris les droits de la vie privée de Sherlock Holmes, qui est un Billy Wilder, sachant qu'ils éditent à peu près tous les Billy Wilder. Voilà, mais on s'en est parlé. C'est vrai que Jérôme Bouibon, qui est un réalisateur avec qui on travaille depuis longtemps, on avait repéré ce titre, repéré ce qu'on pouvait y ajouter par rapport à des éditions internationales. Et dès lors, on avait très envie de le faire. Donc on s'en est parlé avec Jean-Pierre Vasseur, qui est la personne de Rimini, et qui est quelqu'un d'adorable, vraiment, qui est apprécié de tout le métier. Et c'est vrai qu'on s'est dit que s'il y avait une intégrale Billy Wilder, on le mettrait avec lui dedans. Mais Carlotta a fait Ariane aussi. Je pense qu'il doit y avoir un autre titre, peut-être aussi chez Carlotta. Mais tout le monde sait que voilà, Jean-Pierre bâtit une collection Billy Wilder, donc dans la mesure du possible, on essaye de ne pas aller sur ces plates-bandes-là. À un moment, je sais qu'on avait été approché par Warner, mais il y a très longtemps, à propos de la traque, mais il n'y avait pas de matériel. C'est beaucoup mieux que ça soit Le Chat qui fume qui le fasse que nous, parce que j'ai... force est de reconnaître, ils connaissent parfaitement l'œuvre, ils savent très bien la défendre, ils ont un public ciblé pour. Notre valeur ajoutée, dès lors, elle est moins importante qu'eux. Donc voilà. Il se trouve que Possession, on avait travaillé pour TF1 Vidéo à l'époque, on était allé interviewer Zulawski en Pologne, et c'est assez amusant parce que c'est un titre qu'on connaît bien. Quand on regarde le travail qu'a fait Le Chat qui fume, on est nous-mêmes aussi admiratifs, parce qu'il y a tout le travail de remasterisation en 4K du film, l'accompagnement, etc. Bon, là, je m'attarde sur Le Chat qui fume et mon camarade Stéphane, que je tense souvent, mais c'est pareil pour les westerns avec Sidonis. Bien sûr, voilà. bien sûr. Ce qui nous a pas empêché de faire Little Big Man avec Carlotta, parce que là, le titre, on avait très envie de le faire. Donc, voilà. Alors parfois, justement, Hugues, des fois, il y a plusieurs justement logos d'éditeurs sur un même Blu-ray. Comment ça se fait? Ça veut dire que vous partagez les parts et vous faites diverses travaux sur l'édition? Comment ça se passe exactement? Oui. Bah, souvent, c'est parce que plutôt que se battre comme des chiffonniers sur des titres, on préfère travailler ensemble. Et puis nous, on aime bien les collaborations, encore une fois, et parce qu'on juge que... si on prend l'exemple de Carlotta, où on a fait Little Big Man, Un homme nommé Cheval ou Crash, par exemple, c'est des titres qui sont ressortis au cinéma aussi. Donc la stratégie, c'est de s'associer avec Carlotta, parce qu'on est associé aussi sur la distribution salle. Et oui, je comprends, bien sûr. Et que dès lors, on a une mise en valeur du film qui est plus importante, parce que évidemment la presse va être plus nombreuse à parler d'un film qui ressort à la fois au cinéma, puis ensuite en édition vidéo. Bien sûr. On s'entend bien avec ces personnes-là, voilà pourquoi on se retrouve à coéditer, quoi. Et il y a quand même beaucoup d'éditeurs en France. Je ne sais plus combien vous êtes exactement, mais il y avait l'appel là qui a été lancé par les éditeurs. Les 85, ouais, voilà. Ouais, on s'est rendu compte que c'est quand même pas mal. On se dit que sur le marché, quand même parfois, parce que là tu me parles de bonne entente, de communication, etc. Mais parfois, quand même, ça doit être un petit peu un milieu de requin, non? On s'imagine que parfois il doit y avoir des coups bas. Non, mais c'est comme, enfin, je sais pas, comme partout. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme entre deux boulangers qui seraient dans deux rues adjacentes, quoi. Non, mais honnêtement, et je pense que vraiment, c'est ce que l'appel des 85
dire qu'il n'y a pas de problème. Il peut y arriver, il peut y avoir des tensions parce qu'il y avait un titre qui était convoité et qui passe chez quelqu'un d'autre, etc. Mais ça, c'est la loi du marché. Mais honnêtement, les relations et ce qu'a prouvé aussi l'appel des 85, c'est que il y a eu un front commun pour défendre l'édition physique et ça s'est fait vraiment très naturellement, même sur... c'est compliqué parce que ça voulait dire aussi avoir des porte-paroles qui sont représentatifs de maisons. Donc il fallait quand même qu'on puisse s'exprimer, même si d'autres ont pris la parole. Donc ça veut dire aussi une confiance pour pas que quelqu'un tire la couverture à soi. Et ça, je pense que ça s'est fait vraiment en bonne intelligence. Donc oui, il y a des tensions. Mais il n'y a pas de... Enfin, honnêtement, c'est un assez petit milieu, c'est des petites sociétés. On ne va pas dire parfois unipersonnelles, mais ça peut être quasi le cas. Oui, c'est vrai que Ecstasy par exemple... Voilà, c'est ça, mais je parlais de Rimini, mais Sidonis, Backfilm, Spectrum, etc. C'est des petites structures. Donc, bien sûr. Et encore une fois, à un moment, il y a une légitimité qui se crée, donc il peut y avoir, et puis après, il y a les relations humaines, il y a des gens qui s'apprécient, il y a des gens qui s'apprécient moins. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Oui, bien sûr. Dans tout métier, là aussi, mais j'ai l'impression que souvent, on peut regarder n'importe quel métier en se disant « Ah, mais ça doit être dur, etc. » C'est pas très... Non, c'est pas dur, hein. C'est quand même un milieu où les gens sont sympathiques. On sauve pas le monde et on n'est pas sur un business qui rapporte des milliards non plus. On n'est pas à Wall Street, quoi. Donc, je comprends. Et tu me parlais de l'appel des 85, justement. Est-ce que ça a débouché sur quelque chose? Oui. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Ah, bien sûr. Non, mais ça a débouché concrètement d'abord sur des aides du CNC auprès des éditeurs, parce qu'on a été... Des aides financières? Oui, des aides financières et aussi, je pense, au fait que on sait que le Covid a accéléré on va dire l'utilisation de la SVOD, par exemple. Oui, du streaming, bien sûr. Ouais, et en fait, c'est comme si on avait bougé le curseur de 3 à 5 ans en avant. Et cette évolution, qui est une évolution forcément naturelle, hein, encore une fois, nous, on n'a pas arrêté de dire qu'on n'était pas là pour opposer les consommations. C'est-à-dire pour dire Netflix ou Amazon sont des méchants, etc. Là, je parle, encore une fois, on n'est pas là du tout pour opposer et ça serait stupide parce que ces plateformes existent, elles apportent un plus indéniable sur beaucoup d'aspects. C'est juste que là, on s'est retrouvé avec des produits que nous, on ne pouvait pas distribuer et les plateformes qui étaient totalement accessibles. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont, on va dire, convertis encore plus aux plateformes SVOD et une évolution qui aurait eu lieu en 3 à 5 ans, et ben, elle est venue d'un coup. Ce qu'on a juste redit, c'est qu'il ne fallait pas nous sacrifier sous l'autel du Covid. C'est qu'effectivement, on avait connu des pertes du fait de ce problème d'activité et qu'on voulait bien qu'il y ait une évolution naturelle du marché, se défendre avec nos moyens, innover, mais encore fallait-il qu'on ait les moyens de survivre après à cette période. Je crois que les éditeurs sont très volontaires, ils sont prêts à faire des efforts, ils sont très à l'écoute des consommateurs, des critiques, de ce qu'on peut faire, etc. Donc, voilà, il faut avoir clairement, il fallait avoir la trésorerie, pouvoir compenser les pertes des produits non sortis ou des produits qui forcément vont se vendre moins parce que à l'heure où il devait sortir et les moyens de communication qui avaient été engagés, il n'y avait pas de distribution de produits ou vraiment très réduite. On rappelle que même Amazon ne pouvait pas envoyer des produits d'ordre culturel pendant le premier confinement. Donc
Voilà, donc, et aussi ça a permis auprès du Centre national de la cinématographie de se rendre compte qu'on n'était pas un support, c'est ce qui pouvait revenir, ringard. C'est-à-dire que, c'est pareil, il y a des gens qui disent mais moi je ne consomme plus du tout de support physique. Moi j'ai 50 ans, j'ai des enfants, évidemment, ils sont moins portés sur le support physique. Mais enfin, le marketing, c'est pas de dire sur une population, il y en a qui ne consomment pas, donc on va décider qu'il n'y a plus du tout de consommation. Oui, bien sûr. On a des témoignages. Qui ont envie de continuer. Voilà, c'est ça. Il y a des gens, et moi je crois beaucoup au principe d'action et de réaction, c'est-à-dire que plus les choses deviennent online, streamé, digital, virtuel, etc., plus il y a des gens aussi qui ont envie de posséder un objet physique. Et qui vont rechercher justement des éditions de plus en plus travaillées, de plus en plus fournies, en opposition justement au faible contenu de bonus qu'on peut avoir en SVOD, etc. Oui, oui. Après on plaisantait parce que dans mon équipe, on est aussi des consommateurs de DVD ou de Blu-ray ou maintenant de 4K. On est là à se dire, tiens, il y a tel titre qui vient de sortir. J'ai un de mes collègues qui vient d'acheter Retour vers le futur avec le petit overboard, etc. Qui nous a envoyé ça. Il nous a envoyé sa petite vidéo, etc. Non mais il l'avait déjà en Blu-ray, il l'avait déjà en DVD. Ce que je veux dire, c'est que ça fait partie, il l'a déjà vu 50 fois, mais ça fait partie de son plaisir. C'est quelque chose qui lui fait plaisir. Il s'est fait un cadeau à lui-même. C'est pas tant pour revoir tout de suite ces films-là, c'est que ça fait partie de son de ces films de chevet. Voilà. Et je comprends qu'on ait envie de le posséder. Et il y en a d'autres qui vont regarder Retour vers le futur sur une plateforme, qui vont trouver ça très bien et qui ne vont pas juger nécessaire de s'encombrer leurs étagères avec. Encore une fois, ce que j'aime bien dans les métiers qu'on fait, c'est le choix. C'est ça, la liberté de pouvoir choisir ce qu'on veut, effectivement. Exactement. Hugues, tu me parlais de SVOD. La question que nombreux collectionneurs se posent, c'est est-ce qu'un jour on peut espérer voir des films qui sortent aujourd'hui en streaming, enfin, ou en tout cas sur les plateformes de SVOD, comme Netflix par exemple, paraître en support physique? Alors je sais qu'il y a Roma par exemple chez Netflix qui arrive chez Criterion, ouais. Voilà, exactement. Est-ce que tu penses que c'est peut-être qu'ils vont essayer aussi de s'engouffrer dans ce marché-là, ou peut-être éventuellement de faire appel à des éditeurs comme vous pour distribuer en fait leur catalogue? On espère. Est-ce que tu as une idée là-dessus? Ouais, on espère. Encore une fois. Il y a des négociations qui sont en cours ou des choses? Je pourrais citer un exemple. Il y a le film de Schrader, là, le chemin de la rédemption, First Reformed, qui était disponible en DVD, mais majoritairement qui était en streaming. On a décidé de l'éditer en Blu-ray, dans une belle édition. On a contacté Paul Schrader, etc. On va l'éditer cette année parce que, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert, qui se sont dit mais pourquoi c'était pas distribué en salle? Et ensuite, qui se sont dit, mais pourquoi il n'y a qu'un DVD sans bonus, etc., alors que c'est un film magnifique. Moi, dans cette logique de choix, j'espère que des films comme Roma, comme le film de Scorsese, comme Manque de Fincher, vont être disponibles aussi en support physique. Pour moi, c'est sans même parler d'édition ou de coût d'édition, même en tant que consommateur, il y a des films qu'on veut avoir. Il y a une demande, quoi. Il y a une demande. Ouais, quand on a tous les films de Scorsese et qu'on se dit que le dernier n'est pas disponible, bon, il y a un petit... Enfin, voilà, quand on aime le support physique, il y a un petit manque dans sa bibliothèque. Mais je veux dire, vous, de votre côté, est-ce que vous allez justement faire cette demande-là pour essayer de négocier des droits éventuellement? Est-ce qu'il y a des démarches qui sont entreprises? Ou est-ce que vous attendez que ce soit les plateformes qui vous contactent? Alors c'est compliqué parce que souvent, tout dépend si c'est une production initiée par Netflix dès le départ. Ce qui n'est pas par exemple le cas de Roma. Roma, il a été acheté par Netflix sur les marchés. C'est un film qui a été produit et Netflix a pris les droits pour le distribuer dans un certain nombre de territoires, enfin quasi le monde, quoi.
mais le film, il était fini, il n'a pas été fait au départ réellement avec l'argent de Netflix. Ce qui veut dire que la personne qui peut négocier, c'est la maison de production, et tout dépend de l'accord qu'elle a passé avec Netflix. Si c'est Netflix... C'est pour ça qu'on verra Irishman aussi en Blu-ray d'ailleurs, c'est justement parce qu'il n'est pas produit directement par Netflix, effectivement. Mais quand c'est une production 100%, on va dire, Netflix, sur scénario, financé, etc., là c'est avec Netflix qu'il faut voir, parce que grosso modo, ça veut dire que le producteur, celui qui l'a produit factuellement, il a cédé quasi tous ses droits à Netflix, donc tout dépend pour combien d'années, selon quel terme. Souvent c'est une exclusivité totale pendant X années. C'est ça, c'est quelle est la durée de l'exclusivité, est-ce que c'est possible, voilà. Est-ce que tu ne penses pas que Netflix, qui justement à l'origine est issu du support physique, parce qu'on rappelle que Netflix c'était de la location de DVD, etc. Et ils en font toujours d'ailleurs. Hein. Et ils en font toujours, et justement je me dis, est-ce que quelque part eux-mêmes, alors sans forcément faire appel à d'autres éditeurs, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas directement faire de l'édition de leurs propres œuvres, qui ont en tout cas... Oui, tout est possible. Ce qui est compliqué, c'est que c'est des grosses structures aussi, donc ça veut dire que là, ils ont passé des accords sur le territoire avec américain, avec Criterion, je sais plus, il y a des accords avec Warner, si je me souviens bien. Mais c'est des deals globaux parce que c'est des grosses sociétés, donc ils ne veulent pas, pour moi, sans m'avancer trop, faire du point de croix, travailler pays par pays, se dire tiens on va le confier à Turbine en Allemagne, à Arrow en Angleterre, à l'atelier d'image en France. D'accord. C'est compliqué parce que ça veut dire impliquer du juridique, faire autant de contrats, surveiller, etc. Et je crois qu'ils n'ont pas envie de... Réellement, c'est pas leur priorité. Donc je pense que ça pourrait être possible avec une société qui a un réseau mondial, mais avec des petits éditeurs indépendants, je pense que c'est plus compliqué. Encore une fois, il y a tellement de situations de départ entre un film produit et vendu à Netflix ou un film produit directement sur scénario par Netflix, que ça dépend aussi de ce cas-là et de la volonté aussi. Je pense que si Fincher, qui est très proche de Netflix, dit « j'ai très envie qu'il y ait un Blu-ray de Manque et qui soit disponible, on va dire 1 an après la mise en ligne de Netflix », voilà, il y a aussi ça, il y a le poids. Pareil, Scorsese, il peut arriver dans les bureaux et dire ça serait bien que ça soit édité, quoi. Je pense que c'est plus compliqué quand on est un réalisateur, enfin celui de Balles perdues, qui a fait un gros carton sur Netflix. C'est plus compliqué, je pense, pour lui, et encore, hein, je parle comme ça, hein, je présuppose, mais d'aller voir Netflix et dire je veux absolument que ça soit édité par tel ou tel éditeur, quoi. Mais vous, de votre côté, ça reste assez inaccessible de faire ce genre de demande, de vouloir. Ouais, parce qu'ils ont pas tellement de temps à consacrer à ça. D'accord. D'accord. Ça se décantera peut-être. Pour l'instant, en tout cas. Ouais, voilà. Pour l'instant. Ok, très bien. Comment est-ce que vous choisissez un film? Tiens, parce que du coup, je crois que vous êtes une structure d'une dizaine de personnes. Est-ce que c'est toi exclusivement qui décide des films qui vont être édités chez l'atelier d'image? Et surtout, comment est-ce que tu orientes tes choix? Bon, c'est des décisions assez collégiales normalement, et donc il y a des opportunités, on a des coups de cœur, voilà, tout dépend du matériel, tout dépend des rencontres, tout dépend de ce qu'on a au planning, parce qu'on ne peut pas non plus éditer des milliards de titres. Et il y a des choses qui sont inaccessibles parce que les studios auxquels ils appartiennent en demandent beaucoup trop d'argent. Ouais. Voilà, il y a autant. Ça peut représenter quoi, par exemple? Est-ce que tu peux me dire un film que t'as pas acheté, par exemple, parce qu'il était trop cher? C'est quelle somme d'argent ça représente à peu près?
Oh, bon, ça peut être plus de 20 000, ça peut être plus de 20 000 euros, quoi. Dès lors, sur une économie, ce qu'il faut comprendre, Pourquoi pour 3 ans de diffusion? Pour 3 ans de droit? normalement, les standards, c'est plus 5 ans déjà. Mais tu sais que tu as fait l'essentiel de tes ventes en 3 ans. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'on est sur un marché français. Quand Arrow, par exemple, édite en Angleterre, ils savent qu'ils peuvent toucher un public anglophone plus vaste. Donc ils peuvent prendre des droits sur un territoire et en vendre beaucoup plus parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des commandes qui peuvent venir du monde entier, quoi. Je sais que en Allemagne, le marché est assez tonique. Bon, déjà parce qu'ils ont une politique de lutte contre la piraterie où ça ne discute pas. Hein, c'est courrier d'avocat, amende immédiate. Donc ça calme tout de suite. Hein, Ce qui semble plutôt logique d'ailleurs, non? Bah, pour moi, oui, quoi. C'est dommage que ce soit pas aussi entre guillemets exigeant en France, parce que quelque part, absolument. on se retrouve avec des éditions un peu. Moi, ce qui est toujours compliqué, c'est qu'il y a une part de pédagogie. J'ai arrêté même d'en discuter sur les réseaux sociaux parce qu'il y a toujours une bonne raison de pirater. Alors, les œuvres ne sont pas accessibles tout de suite. Alors, on peut pirater. C'est trop cher, donc on peut pirater. En fait, et la culture, ça devrait être accessible à tout le monde, quels que soient ses moyens, donc on peut pirater. En fait, à un moment, on en vient à... On peut toujours pirater. Donc, moi, j'ai arrêté de maths parce que, en plus, c'est compliqué. L'économie de ma société repose sur le fait qu'il n'y en ait pas du piratage, hein, clairement. Mais on pourrait l'habiller de n'importe quelle façon, ça reste quand même du vol. Je connais personne qui dit, moi, ou il y en a qui disent, je regarde parce que si c'est pas bien comme ça, je l'ai pas acheté, etc. Mais personne va au restaurant pour dire, ah, bah, les frites, elles étaient un peu molles, donc je paye pas. Enfin, voilà. C'est souvent compliqué. En Allemagne, ils sont factuels. Moi, ce que j'aimerais, c'est surtout que, parce qu'il y a la tentation aussi, c'est-à-dire que quand on voit les liens de streaming hyper importants, etc., avec des consommations de dingue, je me dis, mais c'est à la base qu'il faut s'arrêter, parce qu'il y a aussi cette tentation-là. C'est tellement facile de regarder un film, et parfois, nous, on est un peu atterrés, parce que on est... Alors, sur certains films qu'on distribue en salle, sur du documentaire, etc., ou sur des films un peu fragiles, on va se retrouver avec du streaming, souvent sur lesquels, parce que c'est du double vol, c'est-à-dire que les gens qui mettent ça sur des sites de streaming, c'est aussi pour de la pub, c'est rarement des mécènes, souvent c'est des organisations, et certaines pas très 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 recommandables venues de pays qui se foutent vraiment du droit d'auteur, qui se font du pognon avec eux, clairement en proposant ça. Et c'est terrible. Moi, j'ai toujours en tête, j'ai un ami qui a autoproduit un film de genre, et je regardais le nombre de consommations illégales juste après sa sortie. C'était des centaines de milliers de vues sur un seul site. Et voilà, sur le film, ils n'étaient pas du tout rentables. Je connaissais tous les gens qui avaient mis de l'argent dedans. C'est terrible parce que ces gens-là, ils ne se rendent pas compte qu'à un moment, ils pénalisent. C'est pas que des majors, ils pénalisent aussi des petits indépendants, quoi. Souvent, il y a ça aussi, de se dire, ah non, mais ils font tellement d'argent, mais... Après, Hugues, est-ce que ça participe pas aussi à faire un petit peu de publicité à l'œuvre? Est-ce que justement, si elle n'avait pas été téléchargée, est-ce que ce film, il n'aurait pas été tout simplement oublié, il serait tombé, personne n'en aurait parlé? Est-ce que le fait que les gens puissent télécharger, ça peut pas parfois participer à en parler? Tiens, j'ai vu tel film, et il y a des gens qui sont attachés au support qui de toute façon l'achèteront. Ouais, mais c'est ce que je disais. Il n'y a nulle part où on volerait pour aller dire, ah mais en fait tu devrais avoir la même, c'est super, quoi. Le problème, c'est qu'après il peut arriver que quelqu'un télécharge un film. Le problème, c'est la tentation, c'est qu'à un moment,
quasi, on est un âne, vu qu'il n'y a aucune sanction de prise, c'est en payant en fait, ça veut dire, le signal qu'on envoie, c'est de dire non mais t'es trop bête, tu payes, alors que c'est gratos nulle part. C'est cette tentation-là qui est un peu compliquée. Et ce que je dis, pareil, alors je suis âgé, donc je vais faire une analogie, mais quand j'étais jeune, on se faisait des cassettes, on se passait des CD, enfin on se passait après des CD, après on pouvait les copier, etc. Mais on ne le copiait pas à 100 000 personnes. C'est ça aussi qui a changé. C'est-à-dire faire une cassette pour un pote, copier un truc, etc., pour ses potes, mais là, on est passé à l'échelle industrielle. C'est quelqu'un qui met en ligne un programme, ça peut être vu 100 000 fois. On n'a pas 100 000 amis, quoi. Et je me demande toujours, alors si, il y a une partie des gens, ils le font parce que ça rapporte de l'argent en publicité, en trafic sur le site, etc., en monétisation. Donc ça, c'est pas du tout, voilà, c'est pas des sauveurs de la culture, hein, c'est clairement des organisations et certaines vraiment, il n'y a pas d'autre mot, criminels, quoi. Et d'autres, il y a une espèce de naïveté dans laquelle ils mettent à disposition des autres quelque chose qui ne leur appartient pas et ils ne s'aperçoivent pas que ça peut être téléchargé et multiplié, mais des centaines de milliers de fois, quoi. C'est ça qui me pose problème. J'entends bien. Mais en disant ça, voilà, on déchaîne les passions, on a l'impression... En Allemagne, encore une fois, c'est factuel, quoi. Voilà, oui, c'est ça, c'est factuel. Et il n'y a pas de contestation possible. Et c'est, je ne sais plus, 800 € la première condamnation. Et s'il y a une deuxième condamnation, ça monte très 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 vite dans les tours. Et personne alors si, il y en a sûrement qui doivent trouver ça injuste en Allemagne. Mais dès lors, le marché, il est beaucoup plus tonique, quoi. Hein, voilà. Très bien. Bon, si tu me permets, Hugues, on va fermer la parenthèse piratage, on va revenir un tout petit peu aux éditions. J'avais une question, moi, par rapport au master, notamment des films que tu achètes. Est-ce que, justement, tu achètes des masterings qui sont déjà tout prêts ou est-ce que, justement, tu fais un travail en labo de mastering ? Comment ça se passe majoritairement, les masters existent déjà. Voilà. D'accord. Parfois, on peut participer au fait qu'il y ait un nouveau master. C'est le cas de Crash, c'est-à-dire que maintenant, on a des liens avec pas mal d'éditeurs européens et il se trouve qu'on se connaît très bien et on s'entend très bien avec les gens de Turbine en Allemagne qui ont décidé de porter le projet Crash. C'est eux qui nous ont dit, voilà, on veut se lancer dans une remasterisation 4K, est-ce que vous êtes prêts à nous suivre ? Et donc dès lors, on est un peu à la source. C'est eux qui ont contrôlé tous les travaux, qui ont fait approuver par le directeur de la photographie et par David Cronenberg le master. Sur le cas de l'anglais, c'est vrai qu'on a quelque part, alors ça paraît un peu drôle de dire comme ça, mais on a provoqué le fait qu'il y ait un master 4K parce qu'on est rentré en contact avec Steven Soderbergh qui ne savait pas qu'il y avait un master HD existant, qui a regardé le master, qui ne l'a pas approuvé et qui a demandé au studio qui le détenait de refaire une masterisation 4K. Donc ça, c'était parfait hein, pour nous, ça tombait pile poil. Mais enfin, il n'y a pas eu de cas, enfin majoritairement c'est pas ça. Là on sortira soit l'année prochaine, soit en 2022 un film de patrimoine sur lequel on a participé aux travaux de restauration 4K. Voilà, mais c'est autant, il y a des éditeurs, enfin je vais encore le citer, je pense qu'on va mettre à 1 € à chaque fois le chat qui fume. Eux, souvent, comme les films sont très rares et qu'il n'y a pas ni de diffusion télévisuelle, ni de gros ayants droit, etc., ils repartent à la source et ils font ce travail-là à la fois de scan, de restauration, etc. Bien sûr. Nous, c'est plus compliqué parce que c'est des titres aussi qui sont, pour la plupart, gérés par des majors. Et ça veut dire, à un moment, qu'ils acceptent de nous laisser la main sur le mastering. Bon, l'info que je peux donner, c'est qu'on a travaillé sur le Loup-garou de Londres. On a fait un en 4K. Ouais, il sort en 4K. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré le master et on a fait un master HDR. Voilà.
voilà, retravaillé, refait approuver, etc. Alors, si je te pose cette question, Hugues, c'est parce que dans la représentation que s'en font les gens, souvent quand on parle d'une édition Blu-ray, les gens ont l'impression que systématiquement l'éditeur va faire le travail de travailler justement le master, ce qui n'est pas systématiquement le cas. Et souvent, parfois on peut entendre oui mais c'est trop bête, pourquoi s'ils ont sorti ça, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait en 4K? Tout simplement parce que peut-être potentiellement le master n'existe pas. Le master n'existe pas, le studio n'accepte pas qu'on ait accès à ces éléments d'origine. Il faut aussi que les talents, enfin directeur de la photo et en premier lieu aussi le réalisateur, soient là pour superviser les travaux quand ils sont en vie. Et ça, parfois, ils ont juste pas le temps. Donc c'est aussi les problèmes qui se posent réellement. Il y a l'économie aussi, parce qu'il faut bien comprendre que si on fait une masterisation 4K, et après tout dépend aussi l'âge du film, la nature des éléments qu'on récupère, etc. Mais ça peut coûter très très cher. Là on l'a fait on sortait le coffret Truffaut avec Arte. La Chambre Verte était le seul film qui ne disposait pas de master HD. Donc on a fait faire un master 4K, mais qui a servi à la fois à l'édition vidéo, qui servira, qui sert à la diffusion antenne sur Arte, et qui servira aussi à la distribution à l'international du film, que ce soit pour les télés, pour la salle, etc. Donc il y a des exemples, parce qu'à un moment, on veut faire quand même les choses bien, mais il faut avoir la possibilité et la possibilité économique de le faire. C'est pas toujours, le cas. Je sais qu'on nous a posé la question sur The Game et pourquoi il n'y a pas de 4K. Voilà, on n'a pas accès aux éléments d'origine. David Fincher n'est pas disponible pour ça. Donc dès lors, ça veut dire pas le sortir ou pas le sortir avant des lustres, quoi. Voilà. Oui, bien sûr, je comprends. En termes de marché, qu'est-ce qui se vend le mieux chez vous? Est-ce que c'est les DVD ou bien les Blu-ray? Alors tout dépend sur quel titre. Ouais. Souvent sur les éditions collector qu'on fait, enfin c'est le Blu-ray qui se vend le plus, parce que c'est lui la véritable nouveauté. Souvent d'ailleurs ce sont des rééditions, donc les gens les ont déjà. Donc avec un nouveau master, l'intérêt de reprendre un DVD n'est pas essentiel. Hein, voilà, notre public il va se situer plutôt sur des gens qui sont des amoureux de la haute définition, qui veulent avoir le dernier master et les bonus qui vont avec, la belle édition, etc. Donc c'est ça qu'ils veulent. Après, sur un film, sur des films frais qu'on distribue, le DVD peut représenter une part plus importante parce que c'est plus accessible, parce que y a des gens qui ne sont pas passés à la haute définition. Comment tu expliques ça, que certains soient encore restés au DVD et ne passent pas à la HD? Parce que le Blu-ray a été très mal lancé. Enfin, pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire que oui, pour moi aussi, hein, mais je te laisse. Quand on a lancé, en fait, le problème, c'est quand on a lancé le DVD, on est passé un peu d'une 2 chevaux, qui était la VHS, à une Ferrari. Donc c'était assez facile, parce que le gain technologique était immense en termes de place, en termes de qualité, en termes de multi-audio, etc., d'accès à des suppléments, etc. C'était formidable. Moi, j'ai vécu cette révolution-là. Enfin, moi j'allais dans les vidéoclubs, j'ai regardé des films effectivement dans des copies horribles en VF, etc. Mais là il y avait un gain technologique qui était important, et au moment du Blu-ray, je pense que le fait que le DVD s'était imposé aussi facilement et aussi massivement, c'était un marché énorme, que les efforts n'ont pas été faits pour réexpliquer aux gens en disant non, il y a un véritable gain encore, qui est peut-être moins perceptible. Je pense que c'était ça aussi. Oui, bien sûr. J'allais dire pour le commun des acheteurs. C'est-à-dire quand on est un peu techno, on voit très bien comment ça se passe.
Mais quand on est quelqu'un qui aime les films, mais qui n'a pas un super gros équipement, qui n'a pas une hyper grande télé ou qui n'est pas équipé, etc., peut-être que ce gain-là n'était pas évident et je pense qu'il aurait fallu beaucoup plus de pédagogie. Surtout pour dire aux gens, achetez des platines, très vite elles ont été pas chères, Bien sûr. ça permettait quand même d'avoir un film en encore meilleure qualité, surtout que voilà, les téléviseurs n'ont pas cessé de grandir, la technologie de s'affiner, tout est devenu meilleur, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'il n'a pas été expliqué non plus qu'il fallait effectivement changer de matériel pour pouvoir profiter pleinement du HD. J'ai encore des gens, moi, sur la chaîne, tu sais, qui parfois en commentaire demandent si, par exemple, on peut lire un Blu-ray sur un lecteur DVD, tu vois, par exemple. C'est ce genre de questions, on devrait plus se poser ce genre de questions. Hein. Non, mais encore une fois, parce que je pense que ça avait été tellement simple pour le DVD que le travail préalable sur le Blu-ray n'a pas été fait. Et puis, il faut se souvenir qu'il y avait le HD DVD et le Blu-ray. Alors que le DVD était arrivé avec un support unique, unifié, voilà, tous les studios étaient dessus. Là, il y a eu la HD DVD, le Blu-ray, ça a tâtonné, c'est jamais bon comme situation. Ça a rajouté à la confusion. Les gens se sont posé la question dès lors si c'était nécessaire. Voilà, il y a tout un enchevêtrement de situations qui a joué contre le fait que le Blu-ray s'impose, quoi. Parfois, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais parfois il se fait des combos DVD Blu-ray. Alors on se pose un petit peu la question, nous en tant que consommateurs, de se demander à quoi ça sert, puisqu'on se dit, les gens qui achètent le Blu-ray, c'est que quelque part ils n'ont pas besoin du DVD, puisqu'ils savent la différence entre les deux options. Et puis surtout on se dit, au niveau du coût, ça pourrait éventuellement faire baisser le coût de proposer le Blu-ray simple. Est-ce que tu peux me dire, toi, politiquement, pourquoi justement est-ce qu'ils se proposent des combos DVD Blu-ray? Alors c'est vrai que au départ, je pense que l'idée, et quand nous on en a fait souvent, c'est pour dire si les gens ont un lecteur Blu-ray dans une pièce et un lecteur DVD dans l'autre, c'est compliqué de leur dire non mais tu peux le regarder le Blu-ray mais tu n'as pas le droit de regarder le DVD. C'était un peu l'idée de se dire on n'a pas on propose aux gens les deux formats parce qu'encore une fois, on leur laisse le choix. Alors c'est vrai que de plus en plus, on est en train d'abandonner cette idée parce qu'on considère qu'effectivement, les gens ont pu faire la bascule. Je sais que, mais de la même façon, par exemple, qu'on fait maintenant des combos 4K Blu-ray, parce qu'il y a des gens qui sont équipés en Blu-ray, qui ne sont pas encore équipés en 4K, mais qui se disent... Le jour où je suis équipé en 4K, j'ai déjà la bonne édition et je peux déjà profiter du Blu-ray. Donc c'est vrai qu'on a laissé, je pense, un temps d'adaptation et sans priver les gens et en se disant que comme ça, ils pouvaient avoir une édition dans laquelle ils pouvaient continuer à lire. Et ça arrive. Alors, il y a des gens qui, sur leur ordinateur, avaient des lecteurs DVD, donc ça pouvait permettre de prendre le DVD dans le train, de regarder, ou en voiture, ou je sais pas. Enfin, parce que quelque part, est-ce qu'il n'y a pas aussi le prix qui a un petit peu ralenti justement la vente des Blu-ray, parce qu'à l'origine c'est quand même assez cher, hein, c'était 25-30 € le Blu-ray. Est-ce que justement le fait de proposer les deux fait pas qu'on aurait pu avoir des produits un petit peu moins chers et peut-être que ça aurait un peu plus fonctionné s'il y avait eu uniquement le Blu-ray? Et je pense aussi que c'est, par exemple, je vois sur un public un peu âgé qui pourrait acheter par exemple du film noir, du western, etc. Il y en a beaucoup, je pense, qui sont souvent en DVD. Quand ils achètent un combo aussi, voilà, ils ont l'assurance de se dire qu'ils vont pouvoir le lire. Il n'y a pas le problème de mais je l'ai acheté, je pensais que c'était lisible sur un DVD, etc. Ils ont les deux formats et on sait que quelque part ils ont un format un peu entre guillemets pérenne en termes de haute définition. Mais oui, c'est évident qu'il y a toujours une problématique de prix, mais on est sur un marché, souvent l'économie elle se joue, c'est pas tant, enfin ça rajoute évidemment un prix, mais le surcoût est pas si important que ça. Après, toute économie est bonne à prendre, surtout si elle se répercute auprès du consommateur. Donc nous, on va avoir tendance à privilégier le fait de ne plus mettre de DVD et de ne pas faire de combo DVD, mais
Enfin, c'est pas aussi franc que certains éditeurs qui ont déclaré qu'ils feraient plus du tout de DVD. Donc, on se laisse encore la possibilité, mais on va essayer quand même de tendre au fait de ne pas les proposer là-dessus. Et alors, comment recevoir du coup les éditeurs qui font le choix inverse, c'est-à-dire qui disent on arrête les Blu-ray et puis on continue uniquement les DVD? Comment comprendre ce choix? Bah, parfois parce qu'ils sont sur une... Enfin, les chiffres de vente, hein, d'abord un Blu-ray ça coûte cher, il y a pas mal de, il y a des licences de sécurité, le pressing est plus cher, etc. Ce qui fait que pour certains c'est un tel coût et les chiffres de vente parfois sur certains segments ne suivent pas. Ne suivent pas. Donc c'est un principe de réalité. Donc ils continuent sur le DVD parce que l'économie est moindre et que c'est plus facile et qu'on pourrait tirer 1500, 1000 exemplaires d'un titre beaucoup plus facilement. Là où en Blu-ray, tirer 1000 exemplaires, c'est compliqué, quoi. Ça coûte il y a une grosse différence de prix entre l'édition d'un DVD et l'édition d'un Blu-ray? Ah oui, oui, parce que tout ce qui est... on va dire le mastering, c'est-à-dire tout ce qui est le travail de pressage, etc., ce qu'on appelle la matrice de pressage, et encore une fois, la sécurité, il y a une clé AACS sur les Blu-ray, etc. Tout ça, ça coûte de l'argent titre par titre, mais sur une petite édition, ça peut être rédhibitoire, quoi. Et après, il y a des segments où vraiment, on s'aperçoit les gens ne sont pas placés au Blu-ray, quoi. Ils sont encore sur du DVD, quoi. Est-ce qu'il ne faudrait pas quelque part les orienter, les forcer un petit peu, justement en orientant le marché? Alors moi je pose cette question parce que je ne comprends pas trop la démarche de rester au 480p, enfin tu vois, rester... non mais véritablement, ouais, moi aussi, mais le fait qu'on n'ait pas du HD, je me dis mais quelque part, s'ils proposaient que du Blu-ray, les gens finalement seraient obligés de passer au Blu-ray et puis ce serait pas plus mal. Et j'ai l'impression qu'ils se tirent un peu une balle dans le pied en fait en se disant on fait marche arrière, on reste au DVD, les gens... Sylvain, ce qu'il y a, c'est que parfois ils ont essayé, c'est-à-dire que les chiffres de vente sont vraiment pas là. Donc à un moment, jusqu'à quand et si tu vends pas, c'est-à-dire que c'est la double peine, c'est-à-dire que si tu fais l'effort de faire le Blu-ray, mais que tu mets pas le DVD et que tu vends pas du Blu-ray et que tu n'as pas fait de DVD, c'est très 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 compliqué, quoi. Parce que ça veut dire qu'à un moment, tu t'es privé de tes exploitations. Après, il faut se poser la question de pourquoi le Blu-ray s'est pas vendu, quoi. Tout est là aussi. Peut-être que c'était le mauvais choix, peut-être qu'il était trop cher, effectivement. Peut-être, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Je crois, honnêtement, et encore une fois, ça engage que moi, hein, je crois que c'est pas toujours alors, le prix est important, hein. Je veux dire, mais je vois, il y a quand même des moyens d'acheter dans du multi-buy, etc., dans des OP, beaucoup de titres pas très chers. Donc, alors, je peux comprendre, hein, qu'il y a des gens qui nous disent, là, c'est trop cher, etc. Mais souvent, il y a la possibilité, nous on en fait aussi, on fait des OP promo, on fait des packs, etc. Mais moi je sais que c'est pareil, hein, quand on en achète, et j'en achète, on regarde qu'est-ce qui est en promo, ou quand, comment, surtout quand c'est la troisième fois qu'on l'achète dans une édition différente. Bien sûr. Non mais de nos jours, excuse-moi de te couper Hugues, mais plus les éditions vont être travaillées, plus on nous propose justement des bonus, un packaging sympa, etc. Enfin, vous êtes bien placé pour le savoir, avec des éditions comme The Game justement que vous sortez, les gens sont prêts à mettre l'argent derrière, justement. On ne va pas être regardant sur l'argent si on sait que derrière il y a du travail qui est fait. Mais par contre, si un Blu-ray n'est pas vendu, peut-être une édition simple, etc., il y a sûrement une raison au final. Que le Blu-ray soit pas vendu. Tu cites ça, mais c'est The Game. J'allais dire, si tu parles d'un film... Ecstasy, il te sort Reanimator, Bride of Reanimator, tu vois. Oui, mais c'est un film de genre, on sait qu'il y a un public, on sait qu'il y a un public, on sait il y a un public motivé. Encore une fois, c'est des ultra consommateurs, ils sont au taquet, tu leur annonces, enfin, puis Reanimator, c'est un titre, il y a quand même un effet culte. Oui, bien sûr.
bien sûr. Mais si je prends des films qui sortent au cinéma, enfin, j'ai plus comment il s'appelle. Enfin, que ce soit un film islandais ou un film, je sais pas, un drame intimiste en Blu-ray, eh ben, tu t'aperçois que les ventes sont très très compliquées. Parce que, encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment un public pour les acheter? Est-ce que ce public-là est passé au Blu-ray? Est-ce qu'il est au courant? Parce que quand tu parles encore une fois, de films d'action, d'horreur, de genre fantastique, de films cultes, etc., et tu les as enfin, j'ai pas fait un panel de vos audiences, mais tu sens que c'est des gens qui sont avertis, ils aiment savoir ce qui se passe. Enfin, tu vois, ils sont sur le net pour savoir ce qui sort, quelle édition, ils parlent entre eux, etc. Bah, c'est moins le cas sur des films à réessai ou d'auteurs. Bien sûr, bien souvent, sûr. c'est voilà. Voilà la question que je me pose, Hugues, c'est sachant que justement il y a de plus en plus de moyens de créer une espèce de communauté, une audience, comme tu dis, de pouvoir la consulter. Pourquoi est-ce que les éditeurs ne consultent pas avant de presser, par exemple, en se disant, bah tiens, pour ce titre-là, on a sondé les gens et on sait qu'il y a 1000 personnes qui sont prêtes à l'acheter, donc potentiellement, bah, on n'en fera pas plus de 1000 exemplaires. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que, justement, peut-être que parfois les titres sont trop pressés par rapport à la demande, effectivement, parce qu'elle reste minime. Ah, bien sûr, mais pourquoi ne pas évaluer cette demande avant de le faire? C'est ça ma question, en fait. Ouais, mais encore une fois, encore faut-il avoir le lien avec ce public-là. Nous, avec les éditions qu'on a, on a des retours consommateurs et on a des gens qui nous suivent et on sent bien l'intérêt, les réactions, comment ça se passe, etc. Mais parfois, c'est sur des titres où c'est très compliqué parce que les gens ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas tellement sur, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, que sais-je. Donc tu n'as pas de moyen de les sonder. Et c'est encore pire parce que tu n'as pas de moyen réellement de les toucher. Et nous, on s'aperçoit, parce que parfois on fait des campagnes de sponsoring, par exemple sur les réseaux sociaux, mais on va dire Facebook, et on s'aperçoit de ce qui a un impact et ceux sur lesquels on n'arrive pas à toucher la cible finale. Donc avoir un retour et à évaluer me semble très compliqué. Il y en a qui font par exemple des Kiss Kiss Bank Bank, ça peut être une idée assez sympa. On en a fait. Mais là encore, tu t'aperçois, par exemple, on a fait des Kiss Kiss Bank Bank sur Belmondo. Et ben alors que c'est une figure ultra populaire, typiquement, mais tu t'aperçois que alors c'est c'est que c'est tellement populaire, ça touche tellement tout le monde qu'au final il n'y a pas de motivation. Je comprends. Voilà, alors le cas c'était un exemple particulier parce que c'est vrai que le titre avait été édité mais dans une collection avec un master un peu dégueulasse. Voilà, donc là on apportait un véritable plus, mais tu t'aperçois que tu as du mal à fédérer là où sur je crois qu'il y a eu des classiques, enfin des films japonais. Il y avait eu une campagne Kiss Kiss Bank Bank qui avait très bien marché. Je ne sais plus combien c'était 20 films en haute définition, je crois qu'ils faisaient. Mais parce que c'était un public de niche que les gens savaient que s'ils ne participaient pas, mais ce truc-là n'existait pas. Il y a aussi ça, alors que Belmondo, ça semble être... c'est c'est maintenant même sur Netflix. Enfin voilà, les gens ont l'impression que c'est un peu partout. Il n'y a pas ce phénomène de rareté. Et parfois, plus c'est niche, plus ça peut toucher les gens parce qu'ils savent que c'est dans leur passion et quelque chose qui pourra pas être remplacé par quelque chose d'autre. Enfin, ils pourront, s'ils ne financent pas cette édition-là, ils n'auront rien d'autre, quoi. Voilà. Comment se porte le marché du DVD Blu-ray? Est-ce que tu crois encore en l'avenir du support physique? Alors j'imagine que tu optimises parce que c'est ta vie aussi, mais si tu restes raisonnable et les pieds sur terre, est-ce que tu te vois toujours là? Enfin, tu te vois toujours là. Vivant, on va dire, survivant au Covid. Super, tu m'entends. Est-ce que tu penses que le support physique va perdurer quand même malgré tout ce qui se passe?
Oui, oui. Moi, je suis très attaché. Alors, je suis pas objectif du tout parce que je suis très attaché à l'objet. Je pense que, encore une fois, il y a un principe d'action et de réaction, c'est-à-dire que plus les choses deviennent virtuelles, plus il y a des gens qui ont envie de posséder les œuvres. Il y a eu quelques faits marquants aussi, des films retouchés, pas dans les bonnes versions, Oui, pas dans censuré les... par exemple, ouais. Censurer, alors parfois, faut faire attention, hein, censurer, c'est parce que sur les plateformes, le plus Oui. petit dénominateur commun, c'est le fait que le pays qui a le plus censuré est celui qui va déterminer la version qui est mise en ligne si c'est une version multilingue, par exemple. Ou le fait que voilà, on cache un sein ou les fesses Ou de une paire de Daryl fesses, Hannah. ouais. Voilà, bon. Ce genre de choses-là. Et après aussi les politiques de catalogue. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit que Disney+, donc Disney a racheté aussi le catalogue Fox. Eux, leur intérêt, c'est qu'à un moment, les gens ils viennent de lancer leur nouvelle, encore une nouvelle déclinaison de chaîne. Eux, je pense que leur stratégie maintenant, c'est d'amener les gens vers leur plateforme de SVOD. Donc, c'est plus de privilégier l'édition vidéo. Donc, dès lors, il y a des éditions qui vont devenir très rares parce que ça sera voilà, plus édité avant un certain temps, quoi. Voilà. Et de la même façon que personne n'aurait parié sur le retour du vinyle. Bien sûr. Voilà. Ce qui est sûr, et c'est quelque chose aussi bien, qui est constaté aussi bien en disque qu'en vidéo, et pareil pour les beaux livres, etc., c'est que normalement les belles éditions permettent quand même de sortir du lot. Après, combien de temps ça va durer? Est-ce que la jeune génération, à un moment, et je comprends, à 20 ans, quand on est en colocation, quelque part, on n'a pas envie peut-être de se charrier des caisses de Blu-ray avec soi. C'est des gens qui ont grandi avec cette technologie-là. Voilà, mais est-ce qu'à un moment, il y a des films où ils vont se dire « Ah bah tiens, j'ai quand même envie de les avoir ». Notre but, c'est aussi de les convertir. Et il y en a, hein, mais toujours suivant, j'allais dire, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est des amoureux d'un genre. Ça peut être, je sais pas, des gens qui vont acheter les éditions de Rozoom sur du manga. Ça va être des gens qui vont découvrir des grands classiques. Enfin, moi, j'invite tout le monde parce que souvent, j'ai aussi un souci avec comment on fait démarrer les gens dans de la cinéphilie. Moi, j'ai regardé l'édition du Trou de Jacques Becker, c'est magnifique. Si on peut montrer qu'un film en noir et blanc, ça peut être effectivement et palpitant et superbe, dans une copie incroyable, tirée d'une histoire vraie. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Tu parles du coffret Make My Day, là, c'est ça? Ouais, c'est ça, absolument. Ouais. Donc ça, j'en sais rien. Je suis pas devin. Je sais qu'il y a quand même enfin, moi, j'ai 50 ans, mais il y a beaucoup de gens qui ont entre 35 et voilà, 65 et plus qui aiment le produit physique, qui continuent de consommer. Voilà, à nous d'être aussi, encore une fois, hein, c'est pour ça que les innovations, le 4K, d'avoir la bonne copie, les bons masters, les différents montages, d'avoir des suppléments, parce que c'est ça aussi, moi, qui m'a plu quand j'ai commencé ce métier, c'est de me dire, on parlait souvent il faut s'imaginer, on parlait souvent d'images, d'anecdotes, de choses, mais il n'y avait aucun cadre pour les mettre. Ouais. Bon, après, le marché est très, très changeant, hein, et ça fonctionne par mode aussi. Là, on sait qu'on est sur une vague de dématérialisation, mais c'est pas impossible que l'inverse se produise et qu'il y ait une espèce de retour en arrière. Alors moi, je pense qu'il sera pas majeur, ce retour en arrière, mais je pense qu'il y aura toujours une espèce de petite résistance comme ça, de niche, en fait, qui sera justement comme elle est en train de naître aujourd'hui, hein, qui sera assez passionnée, quoi. Je pense qu'il y a des films qui ne trouveront plus de cadre en édition physique. Alors on peut le regretter aussi, c'est-à-dire que parfois le fait que le marché devienne un marché plus de niche va faire en sorte qu'il y aura des films qui ne seront plus disponibles en édition physique. Il y a des choses qui ne manqueront pas, hein. Il y a des films un peu plus de flux.
enfin, de consommation courante, ça manquera à personne qui ne soit pas en édition vidéo. Et je crois que c'est aussi ce qu'on a dit, c'est qu'en fait le marché a baissé, mais parce que ce qui était parfois du film frais, peut-être avec allez, on va dire, fait pour plaire à un très très grand public, mais peut-être avec moins de prétention artistique, ceux-là, on a envie de les... Enfin, encore une fois, la VOD, la SVOD, c'est très bien, on les regarde, ils sont aussi vite regardés qu'oubliés. Et ça ne manquera à personne dans l'histoire du cinéma. Enfin, je ne pense pas, quoi. Voilà, on peut le regretter parce qu'au milieu de tout ça, il y a des films qu'on aime, qu'on aimerait faire découvrir, et il y a des vraies pépites. Et quand un film se plante au cinéma alors qu'il avait toutes les qualités, eh ben c'est la double peine parce que il ne sera pas rattrapé par l'édition physique, c'est mathématique. À un moment, il faut quand même un minimum de visibilité. Mais voilà, c'est un fait. Il y a certains films qui ont réalisé cet exploit. Enfin, je sais pas, je pense à Donnie Darko, par exemple, qui s'était un peu bidé au cinéma et qui a fait son chemin en support physique, justement. Oui, mais je sais pas, Les Évadés, c'est l'exemple type. C'est un des films qui est dans le top 10 de IMDb. C'est typiquement un film qui est passé au travers des salles. À chaque fois, Morgan Freeman disait de toute façon le nom était imprononçable, c'était un peu The Suzy One Redemption, enfin il est passé par tous les noms, quoi. Non, mais, et qui a été que le support physique, que clairement la vidéo, auquel la vidéo a donné ses lettres de noblesse. Même The Game, c'est plus en vidéo qu'il a fait son travail, parce qu'il avait été assez, on va dire, mésestimé au moment de sa sortie. Donc il y a des deuxièmes vies. Alors ça peut arriver, ça peut arriver aussi en SVOD, le film espagnol La Plateforme, là, tout d'un coup, c'était pas un film qui était prévu pour faire des super scores, mais le bouche à oreille, il peut exister n'importe où. Donc, ce qui est plus compliqué, c'est qu'autant ça coûte quand même pas très cher. Enfin, l'accès à une plateforme SVOD est assez simple technologiquement. Autant faire un travail éditorial, presser des DVD, engranger faire des dépenses fixes au départ pour lancer une édition sur un film qui n'a pas marché. C'est quand même très très audacieux, quoi. Mais oui, ça peut arriver. Moi, il y a des films que j'ai vraiment découverts comme ça, en vidéo, quoi. Parce que quelqu'un... on parlait du film de Schrader, la First Reformed, ou de traîner sur le bitume. Voilà, c'est des films sur lesquels le bouche à oreille a fait que les gens se sont dit « Non, mais regarde-le, c'est formidable !» Et tout d'un coup, le titre explose, quoi. Heureusement que ces films-là existent en support physique, justement. Non, c'est vrai, traîner sur le bitume. Mais il y a plein de films il y a des films très beaux qui sortent et qui sortent au cinéma et qui font pas les entrées nécessaires. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec leur qualité artistique intrinsèque. Et c'est dommage parce que parfois, ça serait des belles découvertes pour des gens, mais c'est très compliqué. On est aussi dans une culture de l'urgence. Il faut aller voir, faut voir le dernier film, faut voir enfin, c'est un peu. Alors c'est l'époque qui veut ça, mais c'est un peu tout de suite, maintenant, absolument. Alors il y a le fait aussi de spoiler, c'est que les gens ont peur que s'ils ne regardent pas Mandalorian tout de suite, on va leur annoncer qu'est-ce qui arrive dans je ne sais plus quel épisode de la saison 2, même moi qui ne l'ai pas vu, j'ai compris ce qui se passait à un moment quand même, il va pas, ou alors faut vivre sur une île, quoi. Mais voilà, donc, et c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que je trouve que ça va très très vite et on parle de quelque chose. Et j'ai l'impression que 15 jours après, c'est enterré, quoi. On n'en parle plus du tout, comme si on était passé à autre chose très très rapidement. On est dans de la consommation très très rapide, oui. Ouais, on est dans la consommation très très rapide, on est dans une envie très très rapide. Je sais pas, là, il fallait voir absolument, en piratant, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, Wonder Woman 84. Alors, je ne suis pas complètement réfractaire aux films de super-héros, mais honnêtement,
personne n'est mort de ne pas l'avoir regardé. Je crois qu'au vu des retours de... L'inverse, c'est pas sûr par contre. Voilà, je ne suis pas sûr que les gens n'aient pas perdu 2 heures de leur temps. Et par ailleurs, la liste des films qui pouvaient être vus pendant ce temps-là, qui sont magnifiques, peut être assez exhaustive. Moi, encore une fois, j'allais au vidéoclub, il y avait 3 chaînes. Quand Canal+ est arrivé, c'était déjà la révolution. Enfin, ça m'a coûté une année scolaire quasi. À force de regarder des films, tellement s'il y en avait disponibles de tout genre, etc. Quoi. Voilà, c'est ça qui était super. Quoi. Et je trouve que parfois, ce qui manque aussi, c'est une éditorialisation, c'est un espèce de guide pour ramener les gens à être un peu, je vais dire, un peu plus curieux, quoi, et à les guider, quoi. Voilà. Pour conclure, on va aborder un sujet qui fâche un petit peu. Alors, je sais que vous n'êtes pas trop impacté par le problème, mais on va parler des Blu-ray défectueux, si tu veux bien. Alors, bon, j'imagine que tu connais un petit peu le souci de ces Blu-ray défectueux. Comme je suis consommateur de Blu-ray, oui, quel est ton regard par rapport à tout ça et qu'est-ce que vous essayez de mettre voilà, c'est un véritable. Alors, c'est à la fois. Il y a un problème parce que c'est un problème industriel à la base. Et c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire que le problème, c'est que moi, il y a encore des Blu-ray que je n'ai pas encore ouverts parce que je les ai, je connais les films. Je m'étais dit que je serais content de les avoir et je ne les ai pas toujours ouverts. Et je sais que certains peuvent passer directement à la poubelle parce que d'après ce qu'on m'a dit, ils étaient illisibles. Donc, là, il y a véritablement un problème au départ d'après ce que j'ai compris. Excuse-moi de te couper juste une seconde. Tu dis d'après ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire que toi, ça t'est jamais arrivé d'avoir un disque qui ne passait pas sur ta platine? Non, si, ça m'est arrivé. Ce que je veux dire, c'est que je ne les ai pas tous testés, quoi. D'accord, très bien. Voilà, mais je sais qu'il y en a que c'est pas la peine de mettre. Enfin, je pourrais faire le test, hein, mais si, ça m'est arrivé. L'autre jour, j'ai même ouvert un DVD de FX, qui est un DVD MGM. Et bon, rien qu'à la couleur du disque, je savais qu'il pouvait servir d'épouvantail à oiseaux, quoi. Ou de décoration dans ta voiture, sur le pare-brise. C'est ça. Exactement. Okay. Donc, voilà. Donc, moi, basiquement, ma première réaction, c'est celle d'un consommateur. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis dans le même cas. On a acheté cette édition. Il y a un problème industriel parce que c'était un problème de vernis, d'après les infos que j'ai eues, puisque nous, on n'a pas eu de titre impacté, à une époque. C'est-à-dire qu'il y a un fournisseur de vernis qui a travaillé avec un presseur, un autre qui s'est servi aussi chez lui et qui fait qu'à un moment, il y a ce qu'on appelle une dégradation et qui fait que le disque devient illisible. Ouais, c'est un vrai problème. Encore une fois, tout le monde n'a pas testé toute sa DVD Tech ou Blu-ray Tech dans l'instant. Puis le problème, c'est qu'on a beau la tester, tu peux la tester une fois, il suffit que 6 mois s'écoulent et puis le disque... C'est pour ça que je dis qu'il y a un effet bombe à retardement aussi, c'est-à-dire que ça a pu être lisible au départ et effectivement, il y a une dégradation avec le temps. Donc c'est vrai qu'à l'époque, mais c'est déjà ancien, il y a eu des procédures d'échange, etc. Mais là, c'est pareil, c'est-à-dire comment avertir tous les consommateurs, avec des canaux de distribution. Donc il y a eu des communications, il y avait eu des communications dans les années laser, il y avait eu des communications en ligne, etc. Là maintenant, et encore une fois, moi je les ai vus passer, il y a des gens de chez moi qui ont listé leurs disques, qui ont renvoyé, qui ont fait les procédures d'échange, etc. Moi j'avoue que je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas un listing complet de tout ce que j'avais. Mais je comprends que ça soit vraiment perçu comme un problème. De toute façon, le problème de te faire échanger la galette, il est toujours là, parce que autant bien tu te fais échanger ta galette contre une qui ne fonctionnera plus non plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le film ait été repressé. Oui, c'est ça. Non, mais souvent, en fait, ce qu'ils avaient fait, c'était d'ailleurs avec le presseur, le presseur majoritairement incriminé, celui d'où venait le problème, qui avait une procédure d'échange, voilà, et les titres étaient renvoyés avec un nouveau pressage qui n'utilisait pas ce vernis-là, donc qui n'avait pas, qui était en tout cas censé ne pas avoir ce problème. Et de ce que je sais, les repressages n'avaient pas ce problème, quoi.
Voilà. Donc pour résumer, si j'essaie de rendre clair pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, on est d'accord qu'il y avait une usine de pressage donc, qui s'appelait notamment QOL ou en tout cas MPO à une certaine époque. Alors pas MPO, enfin il y a quelques titres de, semble-t-il, oui, il y a quelques titres de MPO, mais encore une fois sur ce problème de vernis, mais c'est majoritairement, d'après ce que je visualisais, c'était un problème avec l'autre usine de pressage. Oui, j'entends bien. Et du coup, ils se sont fait livrer une résine qui apparemment n'était pas la bonne, et du coup, ils ont pressé leur Blu-ray, un vernis. Et avec ça, qui fait qu'avec le temps, en fait, la galette se détériore et devient illisible. Le problème est que, justement, cette usine a fermé, et que du coup, les éditeurs ne peuvent pas se retourner contre cette usine, puisqu'ils ne fabriquent plus. Alors, encore une fois, il y a eu des procédures d'échange à l'époque, et je pense que le problème aussi, c'est que ça n'a pas été une communication... tu peux pas arriver à toucher tout le monde. En fait, il y a une succession de problèmes dès lors. C'est que au moment où ça a été perçu, parce qu'il y a eu quand même des plaintes de consommateurs, il y a eu cette procédure d'échange. Alors, dans quelle mesure elle a touché... Après, il y a des produits qui ont continué à être distribués, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être vendu à un grossiste qui ne renvoie pas forcément la marchandise, qui continue de le vendre, qui l'a vendu à... C'est ça le problème, oui. J'allais dire à un petit distributeur ou à une librairie, etc. Et donc c'est des années après. Ce qui fait que l'éditeur ne peut même plus tracer en fait tous les Blu-ray. Non, parce que lui, à un moment, il perd la trace même de son DVD. Il y a le problème de l'usine qui n'existe plus. Il y a le problème des droits. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que le problème de l'effet bombe à retardement, c'est que s'il s'agit d'une major, dans la plupart des cas, ils ont encore les droits de leur titre, mais s'il s'agit d'un éditeur indépendant, parfois ils ont perdu les droits, donc ils n'ont même plus le droit de represser ces titres-là. C'est là où j'allais dire, on est dans une complexité, et c'est compliqué pour moi, parce qu'encore une fois, là je me place en tant que à la fois comme consommateur et comme éditeur, je me dis, parfois c'est un peu malheureusement insoluble, quoi. Tout dépend du timing avec lequel c'est... Ma question était justement comment on peut faire pour contenter un minimum le consommateur dans ce cas-là, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas... je sais pas, est-ce qu'il ne serait pas envisageable de communiquer, je sais pas moi, je vais dire une bêtise, mais le fichier ISO du film pour que le consommateur puisse ne serait-ce que se le regraver pour l'avoir? Alors ça, juridiquement, tu n'as pas le droit. Hein. C'est-à-dire que les contrats avec les ayants droit font que tu n'as pas le droit de faire ça, quoi. Non, je touche du bois parce qu'on n'a pas été touché sur l'atelier d'image. Non, mais le mieux, c'est de refournir un repressage et de procéder aux échanges. Hein. Encore une fois, c'est un accident industriel. Et je sais que, enfin, je connais certains éditeurs qui ont été touchés. C'est catastrophique pour eux parce que ils sont aussi pénalisés et dans leur image et dans les moyens qu'ils ont et liés par des contrats, etc. C'est pas qu'une question de mauvaise volonté. C'est parfois ça leur est arrivé. Ils n'étaient pas du tout responsables. Eux, ils ont investi, ils ont fait les choses comme elles se devaient d'être faites. Après, du moment où tu te retrouves avec ce problème-là et que tu dois le gérer des années après, c'est très très compliqué. Bon, après, c'est aussi une question politique de décider ou non de cacher ou pas le problème, parce que certains éditeurs n'ont pas forcément joué le jeu. Certains éditeurs ont remis la faute parfois sur le consommateur en disant que c'était leur matériel qui était défectueux et qu'ils ne pouvaient pas lire. Ouais, mais ça tient pas parce que les gens se parlent, surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Enfin, moi, à l'époque, je ne sais pas, hein, mais honnêtement, la procédure d'échange, j'ai l'impression, alors le temps passe trop vite, hein, mais j'ai l'impression que ça fait déjà plus de 5 ans que c'était mis en... Mais c'est le cas. Ouais, la liste, elle était importante, mais un éditeur qui ferait ça, surtout qu'encore une fois, ils ne sont pas responsables, ils ont fait leur travail d'autoring, d'éditorial, etc. Il suffirait d'expliquer un peu aux consommateurs et je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Non, mais c'est sûr que dire à quelqu'un, nous on fait, enfin, on s'en est déjà parlé, mais à un moment, on est des éditeurs, on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Ça nous arrive de faire des erreurs ou d'être victime
d'erreurs parce que c'est tout un process dans lequel il y a des packaging, du pressage, de la fabrication, de l'assemblage, voilà. Et l'erreur, elle est humaine, elle peut arriver. Nous, il est arrivé de discuter, on est toujours, encore une fois, quand c'est sûr que quand on se prend une bordée d'insultes, c'est toujours un peu compliqué, mais jusqu'à présent, les gens ont été plutôt pédagogues. On a encore reçu récemment quelqu'un qui nous expliquait en détail et gentiment ce qu'il aimait et ce qu'il n'aimait pas dans une édition. On les lit, ces choses-là, parce que on est perfectible, on est humain. Et parfois, c'est pas parce qu'on fait ça depuis longtemps qu'on ne se trompe pas ou qu'on imagine quelque chose et que c'est pas perçu de cette façon-là. Mais nous, enfin, on essaye de ne pas perdre nos consommateurs, donc on essaye de discuter, on essaye de voir ce qui ne va pas, ce qu'ils veulent. Voilà. Et il y a des choix éditoriaux qu'on peut faire et qu'on assume, et puis il y a des choses sur lesquelles on s'adapte en disant à un moment c'est quand même destiné à un consommateur, il faudrait qu'il soit content, quoi. Alors effectivement, ce problème de résine, on peut constater quand on regarde un petit peu les chiffres et quand on regarde les disques qui sont touchés par le problème, que ça touche effectivement surtout les éditions qui datent de 2009, 2010, 2011, majoritairement, on va dire à 80%. Le problème est, Hugues, qu'on se retrouve encore aujourd'hui avec des problèmes très récents. C'est-à-dire que même sur des titres 4K, il y a des problèmes de disques illisibles. Alors, je sais qu'il y a plusieurs sources de problèmes qui peuvent faire qu'un disque devienne illisible, et on n'arrivera jamais à faire en sorte qu'il n'y ait zéro problème. Ça, j'en ai bien conscience. Par contre, est-ce que justement, sachant qu'on peut livrer parfois un produit qui peut être défectueux, est-ce que les éditeurs ne peuvent pas trouver une petite garantie pour le consommateur ? Je ne sais pas, par exemple, le fait de se dire, on sait que pendant la durée des droits, ne serait-ce que de faire connaître la durée des droits du film quand on édite, en se disant, tiens, je l'achète, je sais que pendant 5 ans, j'ai une possibilité d'échange de ce disque-là. Est-ce qu'on ne peut pas bénéficier d'une garantie ? Je veux dire, il y a énormément de produits sur le marché où quand on achète, on a une garantie de 2 ans, voire plus. Pourquoi est-ce que ce produit-là, exclusivement, ne bénéficie d'aucune garantie ? Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, si on achète un truc qui ne marche pas, si on tombe sur un mauvais commerçant, peut-être qu'il ne nous le rachètera pas et que du coup, on se retrouve avec un produit qu'on a payé 20 euros. Ouais, c'est pas normal, normalement. J'allais dire, nous, voilà, ce qui est compliqué, c'est de savoir pourquoi ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça peut arriver que sur une platine, on ne sait pas pourquoi, ça ne marche pas. Mais quand la personne nous dit, je l'ai testé sur X platine, s'il a un exemplaire qui est rayé, les disques les rayures, il faut quand même que ça soit normalement assez profond pour que ça ne marche pas, parce que complètement. Il y a une couche de protection, etc. Le faisceau, enfin bon. Sur ça, voilà, il peut y avoir, en fait, c'est déterminer la nature du problème. Après, ce qui est très compliqué, c'est que c'est savoir si c'est un problème inhérent au pressage. Et dès lors, si l'éditeur doit represser, renvoyer des galettes, si c'est un problème lié au lecteur, et dès lors, il faut rembourser la personne. Et ça peut arriver, on ne sait pas pourquoi telle personne a tel matériel et à un moment, ça ne passe pas dessus. Voilà, on va lui reprendre. Enfin, ça fait partie du dire ah oui, mais ça passe partout et vous, ça passe pas. Voilà. Nous, souvent, on leur demande normalement, on leur demande de nous les renvoyer pour qu'on les teste et qu'on voit si c'est un problème spécifique à ce pressage-là, parce que je ne sais pas, il peut y avoir une galette qui est défectueuse dans le lot. Et savoir si on leur renvoie ou si on le rembourse, quoi, parce que de toute façon, il n'arrivera jamais à le lire en l'état ou avant une éventuelle mise à jour. Je ne sais pas si tu avais des exemples précis de 4K, mais en tout cas, nous, la politique telle qu'on la pratique, il y a par exemple le steelbook de Brevert qui ne passe pas, mais alors c'est pas juste sur ma platine, hein, c'est sur la platine de 90% des gens. Hein. En 4K, tu veux dire ? Ouais, tout à fait. Ouais. Alors ils ont été obligés de le represser, et quelque part moi c'est ce qui me rassure un tout petit peu, c'est de me dire le problème est connu, et de nos jours on sait que s'il y a un problème, on peut faire appel aux éditeurs pour faire en sorte que les choses changent. Et puis la foire aux questions, c'est quand même différent. Tu citais le Festin Nu, je crois aussi, qui était une vieille édition Blu-ray, etc. Mais c'est différent quand tu as 50 témoignages concordants. C'est compliqué de dire, en fait, ça vient de chez vous. Non, il y a quand même,
Quand tu vas sur Amazon et que tu t'aperçois en disant le disque est défectueux, le disque est défectueux, le disque est défectueux, je pense que ce n'est pas les lecteurs qui sont défectueux, c'est qu'il y a vraiment un problème sur le disque. Alors parfois il peut passer, il y avait des problèmes de zone d'amorce, si le disque est plein, etc. Il y avait des choses comme ça qui pouvaient se produire parce qu'il y avait des lectures qui étaient plus ou moins sensibles. On avait des lecteurs qui venaient de tout horizon, fabriqués avec des technologies tellement différentes, parfois qui court-circuitaient, parce que la norme DVD elle était quand même assez précise et qui court-circuitait un petit peu certaines choses, que tu avais je te dis encore une fois, sur une base de DVD-ROM avec une carte graphique un peu assemblée à bas prix, tu pouvais avoir des comportements qui étaient bizarres sans que tu saches pourquoi. Maintenant, là, sur du Blu-ray, tu as quand même des constructeurs assez établis. On a quand même du matériel qui part moins dans tous les sens. La technologie est bien maîtrisée. Sur le 4K, c'est quand même assez nouveau, mais c'est des constructeurs assez sérieux qui font des lecteurs de 4K. Donc, normalement, voilà, s'il y a un problème, c'est soit un problème d'autoring, soit un problème de pressage, etc. Il doit y avoir des moyens de trouver d'où ça vient, quoi. En fait, si tu veux, le minimum, nous, en tant que consommateurs, qu'on attendrait de la part des éditeurs, ce serait au moins, au minima, de pouvoir dire, dans notre catalogue déjà, de reconnaître le problème, on sait que tel titre a été défectueux, et de pouvoir nous dire si oui ou non il a été repressé, et si oui, sous quel code barre. Tu vois, nous, on a sorti une application qui s'appelle Blu-ray Diagnostic pour justement détecter ce genre de choses-là, ces Blu-ray. Et ben, il faudrait que les éditeurs, au moins, parce que là, tu as le courage et c'est à ton honneur de pouvoir. Non mais au moins l'honnêteté, on va pas parler d'honnêteté, l'honnêteté d'en parler et de dire oui, effectivement, on connaît le problème, etc. Mais tous les éditeurs ne sont pas dans cette politique-là. Et il y en a certains qui cachent le problème et qui, comme je te le dis, repoussent la faute sur le consommeur. Et ça, je trouve ça scandaleux. Et que, voilà, rien que pouvoir dire oui, effectivement, on est au courant, on sait que tel titre est dysfonctionnel. Le festin nu, tu vois, je te parle du festin nu, moi, ESC me disent que c'est mon lecteur qui ne marche pas, alors que je sais que ce disque-là, il est impacté sur de nombreux exemplaires. Tu vois, ce discours-là, on ne devrait plus l'entendre. Et à un moment donné, les éditeurs devraient pouvoir nous dire, bah voilà, on est au courant, on est désolé. On n'a pas grand-chose malheureusement à vous proposer parce qu'on n'a plus les droits ou alors parce que l'usine a fermé ou alors pour telle ou telle raison. Mais par contre, pour ce titre et ce titre, il a été repressé et vous pouvez le trouver sous ce code barre. Bah, rien que ça, on pourrait être un minimum rassuré et se dire ok, on a affaire à des gens qui essaient pas de nous vendre des trucs qui ne marchent pas, quoi, tu vois. Bah nous, c'est toujours pareil. Je pense que quand il a pu arriver qu'on ait des problèmes, encore récemment, on essaye d'avertir les clients le plus tôt possible pour leur dire voilà, il y a un problème, voilà comment on va essayer de le résoudre, etc. Ça peut, voilà, encore une fois, personne n'est à l'abri d'un problème. Nous, il est arrivé dans un coffret qui est un disque qui passe pas. Mais pas du tout, on a été obligé de represser intégralement le coffret, de le faire reconditionner intégralement. Bon, encore une fois, on parle de technologie, on parle d'informatique, rien n'est infaillible là-dedans. Non mais là en plus, Hugues, excuse-moi de te couper, mais c'est parce que je l'ai en tête et j'ai besoin de le dire, mais enfin, le truc c'est qu'il n'y a même pas besoin il est visible le problème. Si tu veux, le problème de résine défectueux, on le voit sur le contour de la galette. On voit la résine qui s'étale. Quand toi, en tant que consommateur, tu as la galette avec les petites vagues en contour et que l'éditeur te dit non, c'est toi qui as un problème avec ton lecteur, enfin, à un moment donné, tu te sens pris pour un idiot. Oui, tu te sens floué, oui. Bah, je pense que c'est un mauvais calcul, effectivement, parce que moi, encore une fois, on est à la fois éditeur, mais moi je suis consommateur aussi, donc j'aime pas, et je consomme des produits techno, j'aime pas qu'on me dise effectivement ah bah c'est vous qui avez un problème et ça vient pas de chez nous. Donc oui, je pense que c'est pas la bonne stratégie, quoi. Je pense pas non plus. Très bien, bah écoute, Hugues, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Vraiment, mais merci d'avoir participé à ça. Je pense que ça aura passionné les gens qui nous écoutent. C'est intéressant d'avoir. J'espère que je les aurais pas rasés surtout. Je suis sûr que non. Non, vraiment, c'est intéressant de poser la question aux éditeurs parce qu'on a souvent, on fantasme beaucoup de choses en tant que consommateur. On a l'impression, parfois, c'est vrai que vous devez vous arracher les cheveux parfois en lisant certains commentaires de gens qui disent non mais qui vous font des reproches. Je sais qu'il y a beaucoup de reproches qui vous sont faits et parfois vous devez vous arracher les cheveux en disant mais
peut-être que s'il connaissait un peu comment ça se passe, il nous dirait pas ça. Et c'est vrai que moi je demande aussi aux gens de toujours parler avec, on va dire, en mettant les formes, parce que malgré tout, c'est un métier que vous faites avec passion. Et voilà, je pense qu'on peut tout se dire à partir du moment où on arrive à discuter de façon raisonnable. Non, mais c'est sûr que bon, je trouve que en fait les réseaux sociaux c'est formidable parce que on a des gens passionnés qui nous écrivent, qui nous remercient, qui sont enthousiastes, qui dépensent de l'argent sur nos produits. La moindre des choses, c'est de les respecter. Alors c'est vrai que parfois il y a un côté très viscéral et c'est pour ça que je disais, on ne fait pas de vaccin, on ne sauve pas le monde, on est des éditeurs. Après, je comprends que les gens soient exigeants, surtout qu'on essaye de leur faire des produits un peu élaborés, ce qui veut dire un peu plus cher, etc. Donc, bon, c'est une somme d'argent et c'est un achat impliquant, donc je comprends. Mais c'est vrai que bon, on peut y mettre les formes, tout en étant critique. Hein. La dernière fois, encore une fois, j'ai reçu alors j'ai oublié le nom de la personne qui m'a écrit, c'est bête parce que j'aurais voulu le citer, mais c'était très constructif. C'est-à-dire, il était content, il pointait des choses et sur qu'on aurait pu améliorer. Et je trouvais que c'était plutôt sensé. Après, c'est les goûts et les couleurs. Il y a bien sûr. On peut pas faire un packaging par personne, ou on peut pas faire. Mais en tout cas, voilà. Et il y avait des questions qui sont sensées. Et effectivement, on peut expliquer des choses. Et il y a parfois des gens qui font des raccourcis parce que, je ne sais plus comment s'appelle ce phénomène, mais dès qu'on s'intéresse à un domaine, on a l'impression d'être expert. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est pareil, plus on apprend, plus on comprend qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Ce qu'on imaginait. Et puis après, on peut passer à travers, hein, on peut passer complètement à travers de quelque chose, faire une erreur, d'inattention, c'est toujours pareil. Et sur ça, on est à l'écoute de toute critique parce qu'elle peut être constructive. On essaye de répondre quand même aussi poliment, même si parfois c'est un peu mis vertement, parce qu'on s'aperçoit qu'en discutant, ils s'aperçoivent que c'est des êtres humains qui sont derrière. C'est pas des machines, c'est des gens comme tout le monde avec des problèmes, avec leur vie quotidienne, avec des choses, etc. Ils viennent pas au boulot. Enfin, moi, mon équipe vient pas au boulot pour se faire insulter. Par contre, on est comme tout le monde. Réceptif à la critique, surtout si elle est constructive et surtout si elle nous permet de nous améliorer, quoi. Alors j'en profite pour conclure, Hugues, j'en profite pour montrer, là je suis en train de montrer votre coffret The Game à l'image, j'en profite parce que tu sais, j'en ai parlé dans une émission. Je vais le montrer, attends, j'ai aussi moi, on va faire en direct un truc, parce que moi j'ai l'édition rectifiée, attention. Parfait, parce que voilà, c'est ce que je voulais aborder, c'est que tu vois, attends, le fait qu'il y ait un problème avec ce Blu-ray, alors vas-y, explique-nous. Oui, alors très rapidement, on a eu un problème sur le packaging de The Game, c'est-à-dire que quand on l'a reçu, les disques ne tenaient pas. Et donc, c'était un problème de packaging, c'est pas ce qu'on avait validé. Donc, on s'est retrouvé avec ce problème-là vraiment qui nous a impacté. Alors, tous ceux qui l'avaient commandé, en fait, le problème, pour aller très rapidement, c'est tous ceux qui l'avaient commandé. Il y a un moment, on a été obligé de les servir parce que ils les avaient commandés, ils voulaient les avoir pour Noël. Parfois, c'était pour les avoir au pied du sapin. Et on les a tous avertis. Alors, tu vois, on a manqué de mettre ce mot à toi et de te prévenir. Mais en fait, ils ont tous reçu un mot pour dire que c'est que le petit digi à l'intérieur allait être changé, petit digibook allait être changé avec un système qui permettrait de tenir les disques. Voilà. Donc ils vont être réexpédiés et par contre le reste des coffrets est en train d'être entièrement reconditionné pour pas avoir ce problème-là. Donc là, je pense que ça peut rassurer les gens du coup qui hésitaient éventuellement à acheter The Game. Maintenant, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ouais. C'est gentil, non mais voilà, typiquement c'est le genre de problème où on s'est retrouvé nous aussi victimes et là dès lors tu te dis comment on fait, soit on les envoie pas et on prive pendant encore un mois des choses, on a décidé de les envoyer, ça nous coûtera aussi. Dilemme. Ouais, voilà. C'est la mauvaise période aussi. C'était Noël, on voulait rester dans l'esprit
cadeaux de Noël. Mais ça a des conséquences forcément. Mais voilà, toutes les commandes prochaines seront expédiées avec des coffrets qui ont été rectifiés. Bon, très bien. Très bien. Une nouvelle fois, je te remercie, Hugues. Merci Pas de beaucoup rien, avec grand pour plaisir. ce temps accordé. Et puis, Bon. j'invite les gens à aller visiter forcément votre site internet, puis surtout votre vitrine pour voir les films que vous proposez. Merci. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. et puis, à plus tard. Merci beaucoup. Ouais, à plus tard. Portez-vous bien tous. Bonne année. Bonne année. Salut.